On m'a amené au tribunal avec des menottes, sans que j'aie la moindre idée de la raison. Ma belle-mère et mon beau-frère observaient la scène depuis la galerie, visiblement amusés. Ma femme se tenait dans le couloir en train de filmer, incapable de dissimuler son sourire. Le juge a ouvert mon dossier, s'est redressé sur son siège, a regardé les officiers, et a dit « Enlevez-lui ses menottes, immédiatement ». Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. On m'avait emmené, menotté, au palais de justice à 10h07 du matin, et je ne savais absolument pas pourquoi. C'est la première chose qu'il faut que vous compreniez. Ce n'était pas une situation où je savais ce que j'avais fait, en feignant l'innocence. C'était une situation où, sincèrement, avec les mains liées dans le dos et 2 policiers à mes côtés, je ne comprenais rien à ce qui se passait. Personne ne m'avait fourni la moindre explication. Personne ne m'avait rien dit de concret. Il m'avait simplement arraché de chez moi. À l'aube, il m'avait passé ses menottes glacées, et m'avait poussé dans une voiture de patrouille, comme si j'étais un dangereux criminel. Et lorsque nous sommes entrés dans le bâtiment du tribunal, la première chose que j'ai vue, ce fut Paloma. Ma femme était dans le couloir, adossée au mur, son téléphone levé pour me filmer, arborant un sourire que je ne lui avais jamais vu en 12 ans de mariage. Ce n'était pas un sourire de joie. C'était autre chose. C'était le rictus de quelqu'un qui a attendu ce moment pendant très longtemps, et qui le voit enfin se réaliser sous ses yeux. Elle n'a rien dit. Elle a juste continué à filmer. Derrière elle, dans la galerie, se trouvaient Marilla et Gail, ma belle-mère et mon beau-frère. Tous deux avaient les bras croisés, tous deux me regardaient comme si j'étais exactement ce qu'ils avaient toujours prétendu que j'étais. Marilla affichait cette expression supérieure, celle que j'avais appris à ignorer au fil des années. Gail, lui, pouvait à peine cacher la satisfaction sur son visage. Tous deux immobiles, tous deux silencieux, savourant chaque seconde de ce spectacle. J'ai continué à avancer, parce que je n'avais pas d'autre choix. Les menottes cliquetaient à chaque pas. L'horloge au mur indiquait 10h07. Et à cet instant précis, alors que je traversais ce couloir, les mains liées, sous le regard scrutateur de ma femme qui enregistrait tout, je n'ai pensé qu'à une seule chose. Je me suis dit, comment suis-je arrivé ici? Comment est-il possible que cela m'arrive? Parce que, 48 heures plus tôt, j'étais chez moi. Dans cette maison que j'avais construite de mes propres mains, brique par brique, pendant 3 ans. La maison où dormait ma fille, Julieta. L'endroit où je croyais, avec toute la naïveté du monde, avoir fondé une famille. 48 heures plus tard, je me retrouvais menotté dans un palais de justice, avec ma femme qui me filmait en souriant. Quelque chose avait terriblement mal tourné. Ou peut-être, et c'est ce qui fut le plus dur à accepter par la suite, rien n'avait mal tourné. Peut-être que tout s'était déroulé exactement comme quelqu'un l'avait planifié, exactement comme il l'avait conçu. Et moi, pendant des mois, voire des années, j'avais marché sans le savoir vers ce couloir, vers ces menottes, vers cette horloge indiquant 10h07, avec une froideur absolue. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé à l'intérieur de cette salle d'audience, j'ai besoin que vous compreniez qui je suis, car cela change tout. Je m'appelle Severino. J'ai 43 ans. Je suis né dans une petite ville où les gens vous connaissent par le prénom de votre père et le nom de jeune fille de votre mère. Un endroit où les hommes apprennent à travailler avant même d'apprendre à se plaindre. Mon père était maçon, mon grand-père l'était aussi. J'ai appris à gâcher du ciment avant de savoir faire du vélo. Ce n'est pas une exagération, c'est simplement ce qu'était ma vie, et ce que j'ai choisi de continuer à être. À 19 ans, je suis arrivé en ville, avec $200 en poche et un sac à dos contenant 3 tenues de rechange. Aucun contact, aucune connexion, personne pour m'attendre. Juste mes mains, et la certitude que, si je travaillais assez dur, quelque chose de bien finirait par arriver. Et c'est arrivé. Pas d'un seul coup, pas comme dans les films. C'est venu lentement, avec des années de réveils matinaux, des mains calleuses, et des week-ends sans aucun repos. Mais c'est arrivé. À 32 ans, j'avais ma propre petite entreprise de construction. Rien d'immense, rien de spectaculaire, mais elle était à moi, avec 3 employés, des contrats réguliers, et une réputation qui m'avait coûté chaque goutte de ma sueur. Et puis, j'ai rencontré Paloma. Elle était intelligente. Elle était magnifique. Elle avait une façon de rire qui faisait que tout le reste s'arrêtait de compter. Je suis tombé amoureux vite, beaucoup trop vite. Et quand elle m'a dit oui, qu'elle voulait m'épouser,
j'ai eu l'impression que tous les efforts de ces années avaient enfin payé. Ce que je n'ai pas vu, ou ce que je n'ai pas voulu voir, c'était Marilla, la mère de Paloma. Dès le premier jour, elle m'a regardé comme si j'étais une erreur, comme si sa fille avait commis une immense bévue en me choisissant. J'étais trop simple pour elle, trop travailleur, trop honnête. Marilla était le genre de femme qui confond le prix des choses avec la valeur des personnes. Et selon ses critères, je ne valais pas grand-chose. Mais j'ai ignoré les signes, parce que j'aimais Paloma. Et quand Julieta est née, quand j'ai tenu ma fille dans mes bras pour la première fois dans la salle d'accouchement, et qu'elle m'a regardé avec ses immenses yeux encore dépourvus de sens, j'ai su que je ferais n'importe quoi pour la protéger. N'importe quoi, sans hésiter une seule seconde. Ce que j'ignorais, c'est que le plus grand danger pour ma fille ne venait pas de l'extérieur. Il venait de l'intérieur, de ma propre maison. Et pendant que je marchais, menotté, dans ce couloir, avec Paloma qui me filmait et Marilla qui observait depuis la galerie les bras croisés, une partie de moi refusait encore d'y croire. Je cherchais toujours une explication logique. Je me disais qu'il y avait un malentendu, une erreur administrative, quelque chose qui pourrait se régler par une simple conversation. C'est lorsque je suis entré dans la salle d'audience, et que j'ai vu le juge, que j'ai compris qu'il n'y avait aucun malentendu. Le magistrat a pris mon dossier, l'a ouvert, a lu 2 lignes, puis s'est redressé sur son siège d'une manière que je n'oublierai jamais, avec une lenteur qui a rempli toute la pièce d'un lourd silence. Il a regardé les policiers, puis il m'a regardé, puis il a de nouveau baissé les yeux sur le document. Et à cet instant, à cette seconde précise, quelque chose a changé dans son expression. Quelque chose que je ne pouvais pas encore interpréter. Mais il était clair que Paloma, depuis sa place, ne s'y attendait pas non plus, car je l'ai vu changer de posture. Je l'ai vu baisser son téléphone portable, et pour la première fois de la matinée, le sourire a disparu de son visage. Le juge n'a pas pris la parole immédiatement. C'est la première chose qui m'a surpris. J'avais imaginé ce moment d'un millier de façons différentes, pendant les heures passées dans cette cellule provisoire, à attendre que quelqu'un m'explique la situation. Et dans toutes mes versions, le juge parlait vite, avec autorité, avec cette voix de quelqu'un qui a déjà pris sa décision avant même d'avoir entendu quoi que ce soit. Mais cet homme n'a pas fait ça. Cet homme a lu. Il a lu avec un calme qui semblait presque offensant, compte tenu de tout ce qui se passait autour de lui. Il a tourné une page, puis une autre. Il a froncé les sourcils une fois, juste une seule fois, et a repris cette posture droite qui avait attiré mon attention dès mon entrée. J'étais debout devant lui, avec mes menottes, plantées là, les mains liées comme un animal. À ma gauche se trouvait Diana, mon avocate. Je l'avais engagée 48 heures plus tôt, lors d'un appel qui avait duré exactement 3 minutes, car c'était tout le temps qu'on m'avait accordé au téléphone avant de me jeter en cellule. Diana était une femme d'une 50aine d'années, les cheveux bruns tirés en arrière, vêtue d'un tailleur gris, sans la moindre expression sur le visage qui aurait pu me donner un indice sur la tournure des événements. J'avais besoin qu'elle me regarde. J'avais besoin qu'elle me fasse un signe, n'importe lequel, pour me dire que tout irait bien. Mais ses yeux restaient fixés sur le juge et sur les papiers étalés sur la table, et elle ne m'a pas accordé un seul regard. À ma droite, de l'autre côté de la pièce, se trouvait Paloma. Elle n'avait plus son téléphone à la main. Elle l'avait rangé en entrant dans la salle. J'imagine que c'était parce qu'il était interdit de filmer dans un tribunal, ou parce que quelqu'un lui en avait donné l'ordre. Mais la façon dont elle l'avait mis de côté, rapidement, presque avec irritation, m'indiquait qu'elle ne l'avait pas fait par respect. Elle l'avait fait parce qu'elle n'avait pas le choix. Elle était assise, les mains posées sur la table, vêtue d'une robe bleue que je ne lui connaissais pas, les cheveux parfaitement coiffés. Elle avait l'air préparée. Elle avait l'air d'avoir répété. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle voulait paraître, une victime. Une personne fragile, qui avait suffisamment souffert pour échouer dans cet endroit. Je la connaissais trop bien, ou du moins c'est ce que je croyais. Car la femme que je pensais connaître n'était pas capable de faire ce que j'étais en train de voir. La femme dont j'étais tombé amoureux à 30 ans, lors d'un dîner où elle avait ri si fort qu'elle avait renversé son vin sans s'en soucier le moins du monde, cette femme n'existait pas dans ce tribunal. La personne présente dans cette salle était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait planifié chaque détail, avec une froideur que j'avais encore du mal à assimiler. Puis, le juge a levé les yeux. Il m'a regardé directement, et a dit, d'une voix qui a rempli toute la pièce sans avoir besoin de s'élever, « Êtes-vous Severino » ? « Oui, votre honneur, ai-je répondu. » Ma voix a résonné,
plus ferme que je ne l'aurais cru. Je ne sais pas d'où j'ai tiré cette assurance. Peut-être du même endroit où j'avais appris à préparer du ciment à 10 ans. Peut-être de mon père, qui, de toute sa vie, n'avait jamais baissé la tête devant personne, même lorsqu'il avait toutes les raisons du monde de le faire. Le juge a hoché la tête lentement, a de nouveau regardé le dossier, puis il a fait quelque chose que je n'ai pas compris sur le moment, mais que Diana m'expliquerait plus tard. Il a pris une feuille du dossier, l'a séparée du reste, et l'a posée de côté sur son bureau, avec précaution, avec une intention qui n'avait rien de fortuit. Paloma l'a remarqué. Je l'ai vu s'en apercevoir, et j'ai vu comment ses mains, qui étaient parfaitement immobiles sur la table, se sont soudainement crispées. Juste une seconde, juste un instant que n'importe qui aurait ignoré. Mais j'avais passé 12 ans à étudier les mains de cette femme. Je savais quand elle était calme, et quand elle avait peur. Même si son visage disait le contraire, elle était terrifiée. Et cela, pour la première fois de la matinée, m'a donné un semblant d'espoir. Mais je ne dois pas précipiter les choses. Pour comprendre ce qui s'est passé dans cette salle d'audience, j'ai besoin de vous raconter ce qui s'est passé avant. Ce qui s'est passé au cours des mois précédents, dans la maison que j'avais bâtie, dans ce mariage que je croyais être en train de sauver, alors qu'en réalité, il était déjà complètement détruit de l'intérieur. Tout a commencé à changer il y a environ 2 ans. Ce n'était pas un moment précis. Ce n'était pas une grosse dispute ou une révélation dramatique. C'était quelque chose de plus lent, et de bien plus cruel. C'était comme lorsqu'un mur commence à se fissurer. Au début, la fente est si petite que vous la voyez à peine. Puis elle s'élargit un peu plus, puis encore un peu plus. Et quand vous décidez enfin d'appeler quelqu'un pour vérifier, il est déjà trop tard, car toute la structure est compromise. Et ce qui ressemblait à une fissure était en fait le début de l'effondrement. Paloma a commencé à rentrer tard. Pas toujours, pas de manière évidente, juste de temps en temps, avec des explications raisonnables que j'acceptais, car je n'avais aucune raison de ne pas les croire. Du travail supplémentaire, une réunion qui s'éternisait, une amie qui avait besoin de compagnie. Je rentrais du chantier, je prenais une douche, je couchais Julieta, je réchauffais le dîner, et j'attendais. Et quand Paloma arrivait, il était déjà tard, et il ne restait plus aucune énergie pour discuter. Nous nous endormions, chacun de notre côté du lit, avec cette distance silencieuse qui est bien pire que n'importe quelle dispute. Mais ce qui a vraiment commencé à m'inquiéter, c'était Marilla. Ma belle-mère s'est mise à apparaître à la maison, avec une fréquence que je n'avais ni autorisée ni demandée. Au début, c'était une fois par semaine, puis c'est passé à 3 fois, puis, certaines semaines, c'était tous les jours. Et quand je rentrais du travail pour la trouver assise dans ma cuisine, en train de boire un café avec Paloma, quelque chose dans l'atmosphère changeait. D'une manière que je ne pouvais pas décrire, mais que je ressentais au fond de mon estomac. Les conversations s'arrêtaient dès que j'entrais, ou bien elles continuaient, mais sur un ton différent. Un ton qui m'excluait, sans pour autant m'exclure directement. Marilla avait ce talent particulier de parler devant vous comme si vous n'étiez pas là, d'évoquer des décisions concernant votre propre maison, votre propre fille, comme si vous n'étiez qu'un détail mineur dans l'équation. Un après-midi, je suis arrivé et je les ai trouvés en train d'examiner des papiers sur la table de la salle à manger. « Qu'est-ce que vous regardez ?» ai-je demandé. « Des trucs pour la maison » a répondu Paloma, sans même lever les yeux. Marilla m'a souri. Ce sourire typique, qui n'atteignait jamais ses yeux. Je suis allé prendre une douche et je n'ai pas posé d'autres questions. Parce qu'à l'époque, je croyais encore que la meilleure stratégie était de ne pas alimenter les conflits. Je croyais encore que, si j'étais assez patient, assez raisonnable, les choses trouveraient leur propre équilibre. À quel point avais-je tort? Gail a commencé à se pointer, lui aussi. Le frère de Paloma, un homme de 38 ans qui, de toute sa vie, n'avait jamais terminé quoi que ce soit qu'il ait commencé. Pas de travail, pas de projet, pas de relation stable. Gail vivait de la générosité de Marilla et de la patience de tous les autres. Et il possédait cette arrogance si particulière aux gens qui n'ont rien accompli, mais qui sont convaincus de tout mériter. Je ne l'avais jamais aimé, et il le savait. Mais soudainement, Gail était dans ma maison le week-end, jouant avec Julieta, assis sur mon canapé, mangeant à ma table. Et quand je regardais Paloma pour obtenir une explication, elle détournait le regard, ou changeait de sujet, avec une habileté que j'ai reconnue trop tard pour ce qu'elle était, de la pratique. C'était l'habileté de quelqu'un qui évite les conversations inconfortables depuis longtemps, parce qu'elle sait exactement où elles mènent.
Un mardi soir, alors que Julieta était déjà endormie, j'ai essayé de parler à Paloma. Je lui ai dit que je sentais que quelque chose avait changé, que je ressentais une distance entre nous, et que je ne savais pas comment m'en approcher. Que la façon dont nous étions avant me manquait. Que je voulais que nous travaillions sur notre mariage, que nous allions en thérapie s'il le fallait, que nous fassions tout ce qui était nécessaire, mais ensemble. Paloma m'a écouté en silence. Et quand j'ai fini de parler, elle m'a regardé avec cette expression que je ne lui avais jamais vue avant cette année-là. Une expression qui n'était ni de la tristesse, ni de la colère, ni de l'amour. C'était quelque chose de bien plus froid que tout cela. C'était le visage de quelqu'un qui a déjà pris sa décision, et qui attend juste le bon moment pour l'exécuter. Elle m'a dit qu'elle était fatiguée. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'espace, et elle est allée se coucher. Je suis resté assis dans l'obscurité du salon, à regarder la maison que j'avais construite de mes mains. Écoutant la respiration de Julieta à travers la porte entr'ouverte de sa chambre. Et pour la première fois, j'ai ressenti une peur qui n'avait pas encore de nom. Une peur qui ne concernait pas la perte de Paloma, mais la perte de quelque chose de bien plus grand. Quelque chose que je ne voyais pas encore clairement, mais qui était là, en train de bouger dans les ombres de ma propre vie. 3 semaines après cette conversation, la police est arrivée à ma porte, à 6 heures du matin. Et tout ce que j'avais bâti en 43 ans a commencé à s'effondrer en temps réel. Il était 6 heures tapantes quand ils ont frappé. Ils n'ont pas sonné. Ils ont cogné fort avec leur jointure, 3 fois, avec ce rythme qui n'est pas celui d'un visiteur, mais celui d'un ordre. J'étais dans la cuisine, en train de préparer du café, toujours en pyjama, les yeux à peine ouverts, et la tête encore à moitié endormie. Julieta n'était pas encore levée. La maison était silencieuse, et ses coups sur la porte ont tout fracassé, comme un verre qui se brise sur le sol. Soudainement, sans avertissement, je suis allé ouvrir. 2 policiers en uniforme, l'un d'eux tenant un papier à la main. « Êtes-vous Severino ?» a demandé celui avec le document. « Oui » ai-je répondu, ne comprenant toujours pas, croyant encore à une affaire administrative, à une erreur d'adresse, à quelque chose qui se réglerait en 2 minutes. « Vous devez nous accompagner » a-t-il dit. « Pourquoi » ai-je demandé, et l'officier m'a montré le papier. C'était un mandat d'arrêt. Le monde s'est arrêté. Ce n'est pas une exagération poétique. C'est exactement ce que j'ai ressenti, comme si le temps s'était figé à cette seconde précise. Et j'observais la scène de l'extérieur de mon propre corps. Un mandat d'arrêt avec mon nom, avec mon adresse, avec une série de chefs d'accusation que j'ai lus 2 fois, car la première fois, je n'arrivais pas à assimiler ce qu'ils disaient. Violence domestique, menace, comportement intimidant. Moi. Severino. L'homme qui, de toute sa vie, n'avait jamais élevé la voix devant sa fille, parce que je ne voulais pas qu'elle grandisse en croyant que les problèmes se résolvent en criant. Moi, accusé de violence domestique. Où est ma femme, ai-je demandé. La police n'a pas répondu. Ils m'ont dit que j'avais 5 minutes pour m'habiller, que je ne pouvais rien emporter, et que quelqu'un viendrait chercher Julieta. Et quand j'ai demandé qui viendrait chercher ma fille, le plus jeune policier m'a regardé avec un malaise qui m'a tout dit, sans prononcer un seul mot. Quelqu'un avait déjà tout organisé. Quelqu'un l'avait planifié. Ce n'était une surprise pour personne, sauf pour moi. Je me suis habillé en 3 minutes. Avant de partir, j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre de Julieta. Elle dormait. Ses cheveux étaient étalés sur l'oreiller, un de ses bras dépassait de la couverture, et elle respirait avec cette paix parfaite que seuls possèdent les enfants qui se sentent totalement en sécurité. Je suis resté sur le pas de la porte à la regarder, pendant exactement 10 secondes. Je les ai comptés. 10 secondes que j'ai gravées dans ma mémoire, comme on grave quelque chose qu'on ne sait pas si on reverra un jour. Puis je suis parti, et c'est dans le couloir de l'immeuble, en descendant les escaliers avec les 2 flics, que j'ai commencé à comprendre l'ampleur de ce qui m'arrivait. Parce qu'à ce moment-là, mon téléphone a vibré une fois. Un message, un seul, provenant d'un numéro que je n'avais pas enregistré, mais que j'ai reconnu immédiatement, car c'était celui de Gail, le frère de Paloma. Le message disait seulement ceci, il était temps. Il était temps. 3 mots qui m'ont confirmé que ce que je vivais n'était pas un malentendu. Ce n'était pas une erreur. C'était un plan. Un plan qu'ils avaient mis à exécution à 6 heures du matin, un mardi, pendant que ma fille dormait, et que je préparais du café, sans me douter de rien. Au poste, ils m'ont pris mon téléphone.
Ils m'ont placé dans une petite pièce, avec une chaise en métal et une table arborant une tache sombre dans un coin, que j'ai fixé pendant des heures, parce que je n'avais rien d'autre à regarder. Personne ne m'a rien expliqué en détail. Ils m'ont juste dit qu'il y avait une plainte formelle, qu'il y avait des preuves, et que je devrais attendre l'audience. Et quand j'ai demandé quelles étaient ces preuves, l'officier en charge m'a regardé, avec cette expression qu'ont les gens qui ont déjà décidé de votre culpabilité avant de vous avoir entendu, et m'a dit, vous verrez au tribunal. Vous verrez au tribunal. J'ai eu 12 heures pour réfléchir dans cette pièce. 12 heures, seul avec mes pensées, cette chaise en métal, et la tache sombre dans le coin de la table. Et ce à quoi j'ai pensé pendant ces 12 heures, c'était ceci: quand est-ce que tout a commencé? Pas le jour où les flics ont débarqué. Pas le jour où Paloma m'a dit qu'elle était fatiguée. Quand est-ce que ça a vraiment commencé? Et la réponse que j'ai trouvée m'a brisé en deux. Ça a commencé le jour où Marilla a dit à Paloma que la maison valait beaucoup d'argent. Je l'avais entendu par hasard, environ 8 mois plus tôt, un dimanche après-midi. J'étais dans la cour en train de réparer un tuyau, et elles étaient dans la cuisine, la fenêtre entr'ouverte. Je n'espionnais pas, je travaillais simplement. Mais les mots de Marilla m'étaient parvenus avec une clarté parfaite à travers cette fenêtre. Elle disait à Paloma que l'immobilier dans ce quartier avait beaucoup augmenté. Qu'une maison comme la nôtre valait maintenant au moins 280 000 $. Que c'était dommage qu'elle soit à nos deux noms, parce que, si quelque chose arrivait, il faudrait la diviser. Et puis, avec cette voix doucereuse et empoisonnée qui était la sienne, elle a demandé à Paloma si elle avait pensé à son avenir, à l'avenir de Julieta, à ce qui se passerait si les choses ne marchaient plus. J'ai coupé l'eau, je suis resté immobile, et j'ai écouté Paloma répondre à voix basse. Si bas que je ne pouvais pas distinguer les mots. Mais le ton était celui de quelqu'un qui écoute attentivement, le ton de quelqu'un qui prend en considération ce qu'on lui dit. À ce moment-là, je me suis dit que j'exagérais. Que c'était une conversation normale entre une mère et sa fille, que Marilla avait toujours été comme ça, et que Paloma savait comment la gérer. Je me suis lavé les mains, je suis entré dans la cuisine, et je les ai saluées toutes les deux comme si je n'avais rien entendu. Marilla m'a souri. Paloma m'a servi un café, et la vie a continué. Du moins, c'est ce que je croyais. Ce que j'ignorais, ce que je n'ai compris que dans cette salle de garde à vue, avec 12 heures pour y réfléchir, c'est que cette conversation n'avait rien de fortuit. Marilla n'avait pas dit ces choses de manière spontanée. Elle les avait dites dans un but précis. Elle les avait prononcées comme quelqu'un qui plante une graine, et qui attend patiemment qu'elle pousse. Et la graine avait poussé. Elle avait grandi pendant des mois, arrosée par chaque dîner de famille, par chaque visite, par chaque conversation chuchotée qui s'interrompait dès que je franchissais le pas de la porte. Et maintenant, j'étais dans un poste de police, avec un mandat d'arrêt et des accusations de violence conjugale. Et Paloma avait Julieta. C'est ça qui me détruisait le plus. Pas les accusations, pas l'humiliation, pas les menottes qu'il m'avait mises le lendemain pour m'emmener au tribunal. C'était de penser à Julieta, à ses 9 ans. À son petit visage quand elle m'attendait à la sortie de l'école, et qu'elle courait vers moi avec son sac à dos rebondissant sur son dos. À la façon dont elle m'agrippait la main quand nous traversions la rue, ses 4 doigts s'enroulant autour de mon pouce, parce que ses mains étaient encore trop petites pour serrer la mienne en entier. Où était-elle à ce moment-là? Quelqu'un lui avait-il expliqué quelque chose? Était-elle en train de pleurer? Me réclamait-elle? J'ai dû m'accrocher à la chaise pour ne pas sombrer dans un désespoir total. J'ai dû me répéter ce que mon père me disait quand les choses devenaient difficiles, garder la tête froide est le seul outil que personne ne peut enlever. Réfléchis, analyse, agis. Ne t'effondre pas, parce que si tu t'effondres, ils ont déjà gagné. Ils ont déjà gagné. Ça ne pouvait pas arriver. J'ai demandé à passer un appel, et avec les 3 minutes qui m'ont été accordées, j'ai composé le numéro de Diana. L'avocate que Simon m'avait recommandée. Mon seul véritable ami, le seul qui avait répondu quand j'avais réussi à lui envoyer un message, avant qu'il ne confisque mon téléphone. Diana a décroché à la 2e sonnerie. J'ai tout expliqué en 90 secondes. Elle a écouté sans m'interrompre, et quand j'ai fini de parler, elle a dit quelque chose qui est resté gravé dans ma tête toute la nuit. Elle a dit, ne dites plus rien à personne jusqu'à ce que j'arrive. Rien. Compris, ai-je répondu. L'appel a pris fin, et je suis resté sur cette chaise, dans cette pièce, à fixer la tache sombre dans le coin de la table, en attendant une aube qui prenait une éternité à poindre.
Diana est arrivée à 8 heures du matin. Je l'ai vue franchir la porte de la pièce, et quelque chose dans ma poitrine s'est desserré, juste un peu. Pas beaucoup, juste assez pour respirer. Elle est arrivée avec un attaché-caisse noir, les cheveux tirés en arrière, et cette expression que j'avais déjà appris à lire durant les quelques heures où nous avions été en contact. C'était le visage de quelqu'un qui avait déjà tout passé en revue avant d'entrer, qui en savait déjà plus que ce que je lui avais dit, et qui avait passé la nuit à travailler, pendant que je fixais une tâche sur une table. Elle s'est assise en face de moi, m'a regardé droit dans les yeux, et a dit « Racontez-moi tout ». Depuis le début, sans rien omettre. J'ai parlé pendant 40 minutes, sans m'arrêter. Je lui ai parlé de mon mariage. Je lui ai parlé de Marilla. Je lui ai parlé de Gail. Je lui ai parlé de la conversation que j'avais entendue par la fenêtre du patio. Les 8 mois de distance avec Paloma, les visites de plus en plus fréquentes, les papiers sur la table de la salle à manger que Paloma refusait de me montrer. Je lui ai parlé du message de Gail, reçu alors que je descendais les escaliers. Je lui ai tout raconté. Diana a écouté sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai eu terminé, elle a ouvert sa mallette, et en a sorti un dossier. Severino, m'a-t-elle dit, la plainte déposée par votre femme est exhaustive. Elle comprend des déclarations écrites, des dates précises, et 2 prétendus témoins, qui affirment avoir assisté à des situations d'intimidation. Il y a également une demande d'injonction d'éloignement. Pour que vous ne puissiez pas approcher à moins de 300 mètres du domicile familial, ainsi qu'une requête pour obtenir la garde exclusive de votre fille pendant la durée de la procédure. Je suis resté muet. Garde exclusive. 300 mètres. Julieta. Diana a dû voir quelque chose sur mon visage, car elle a continué à parler avant que je ne puisse dire un mot. Elle a ajouté, « Écoutez-moi bien. C'est sérieux, mais ce n'est pas insurmontable. J'ai déjà vu des cas comme celui-ci, et la première chose dont j'ai besoin de savoir, c'est si vous avez quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Des messages, des emails, des enregistrements, des documents, des reçus. Des témoignages, n'importe quoi qui contredise ce qu'elle avance. » J'ai réfléchi. J'ai réfléchi pendant un long moment, tandis que la pièce bourdonnait de ce silence institutionnel, propre à tous les endroits où les gens perdent des choses importantes. Et puis, je me suis souvenu de quelque chose. Je me suis souvenu de Simon. Simon était mon ami depuis 20 ans. Nous avions grandi dans la même ville. Nous étions arrivés ici à 1 an d'intervalle. Nous avions bâti nos vies en parallèle, avec cette complicité silencieuse des amitiés qui n'ont pas besoin d'explication. Simon savait tout de mon mariage. Pas parce que j'étais du genre à beaucoup parler, mais parce qu'il avait été présent. Il était au dîner où j'avais rencontré Paloma. Il était à mon mariage. Il était là le jour où Julieta est née. Et il avait aussi été là ces 2 dernières années, à m'écouter quand je ne comprenais pas ce qui se passait dans ma propre maison. Mais il y avait autre chose. Quelque chose que Simon avait, et auquel je n'avais pas pensé jusqu'à cet instant. 3 mois plus tôt, lors d'une réunion de famille chez moi, Simon avait assisté à une conversation entre Marilla et Gail, qui m'avait semblé simplement gênante sur le moment. Mais maintenant, dans cette pièce, elle prenait une signification totalement différente. Gail avait dit, assez fort pour que plusieurs personnes l'entendent, que lorsque tout cela serait terminé, il pourrait enfin vivre en paix. Juste comme ça. Quand tout cela sera terminé. Je lui avais demandé ce qu'il voulait dire. Il avait ri, disant que ce n'était rien, qu'il pensait à voix haute. Mais Simon l'avait entendu. Et Simon avait une mémoire d'éléphant. J'ai raconté tout cela à Diana. Je lui ai rapporté la phrase de Gail. Je lui ai dit que Simon pourrait témoigner. Et pendant que je parlais, j'ai vu quelque chose changer dans l'expression de Diana. Ce n'était pas spectaculaire, c'était subtil. C'était le changement de visage de quelqu'un qui cherchait un point d'appui, et qui venait de le trouver. Bien, a-t-elle dit. Je vais avoir besoin de parler à Simon aujourd'hui. Pouvez-vous le contacter? Je lui ai répondu oui. Je lui ai dit que Simon décrocherait. Je lui ai affirmé qu'il était le genre de personne qui ne vous laisse pas tomber quand vous avez le plus besoin d'aide. Diana a hoché la tête et a noté quelque chose dans son carnet. Mais ensuite, elle m'a de nouveau regardé, et m'a posé une question qui m'a glacé le sang. Elle a demandé, est-ce qu'elle sait quelque chose? Je me suis figé. Que voulez-vous dire, ai-je demandé, bien qu'au fond de moi,
je savais exactement de quoi elle parlait. Diana a été directe. Elle m'a expliqué que, dans des affaires comme celle-ci, lorsqu'un enfant est impliqué, il arrive parfois que les enfants soient les seuls véritables témoins de ce qui se passe à l'intérieur d'une maison. Non pas parce qu'on leur demande de l'être, mais parce qu'ils voient. Parce qu'ils entendent. Parce que les enfants absorbent tout, même quand les adultes les croient endormis ou distraits. Julieta avait 9 ans. Julieta était l'enfant la plus observatrice que j'ai jamais connue. Depuis toute petite, elle avait cette capacité à scruter une situation, et à la comprendre avec une profondeur qui ne correspondait pas à son âge. Quand j'étais triste, elle le savait avant que je ne dise quoi que ce soit. Quand il y avait de la tension dans la maison, elle la sentait dans l'air, avant même que quiconque n'ouvre la bouche. Qu'avait vu Julieta ces derniers mois? Que avait-elle entendu? Que gardait-elle dans sa petite tête, dont j'ignorais l'existence? Mais j'ai aussi pensé à autre chose. J'ai pensé au mal que cela pourrait faire à une fille de 9 ans, de se retrouver au milieu d'une procédure judiciaire, d'être forcée de parler de ses parents devant des inconnus, d'être contrainte de choisir, sans que personne ne lui ait demandé si elle voulait choisir. Je l'ai dit à Diana. Je lui ai dit que je ne voulais pas utiliser ma fille, que s'il y avait un autre moyen, n'importe quel autre moyen, je le préférerais. Diana m'a regardé avec quelque chose qui n'était pas exactement de la tendresse, mais qui s'en rapprochait, et a dit, « Je comprends ce que vous ressentez, et je le respecte. Mais j'ai besoin que vous compreniez que votre fille pourrait faire la différence entre sortir d'ici aujourd'hui ou ne pas en sortir avant très longtemps. Nous n'allons pas lui demander de témoigner au tribunal. Mais si elle veut exprimer quelque chose, si elle a quelque chose à dire, nous devons lui laisser cet espace. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé la table. Et à ce moment-là, sans que je le sache encore, quelque part dans la ville, Julieta était assise chez Marilla. Elle était assise avec un carnet et un crayon, et elle écrivait quelque chose. Non pas parce qu'on le lui avait demandé, mais parce que Julieta était Julieta. Et quand les choses n'avaient pas de sens pour elle, elle les écrivait jusqu'à ce qu'elles en aient un. Ce qu'elle écrivait dans ce carnet, ce jour-là, allait tout changer. Mais personne ne le savait encore. Diana s'est levée, a rangé son carnet, et m'a dit qu'elle reviendrait avant l'audience, avec tout ce qu'elle pourrait rassembler. Elle m'a répété de ne parler à personne, de ne rien signer, de ne répondre à aucune question sans sa présence. Et puis, avant de partir, elle s'est arrêtée à la porte et m'a dit autre chose. Elle a dit, « Severino, en 20 ans de carrière, j'ai appris à distinguer quand quelqu'un ment, et quand quelqu'un est détruit par des mensonges. Vous ne mentez pas. Et ça, même si ça ne semble pas être le cas en ce moment, ça a plus d'importance que vous ne le pensez. » La porte s'est refermée, et je me suis retrouvé seul à nouveau. Mais cette fois-ci, le silence était différent. Cette fois-ci, j'avais quelque chose que je n'avais pas eu durant toute cette nuit interminable. J'avais une possibilité. Petite, fragile, incertaine, mais réelle. Et je m'y suis accroché des 2 mains, comme on s'accroche à une corde au-dessus du vide, refusant de lâcher, refusant de desserrer ma prise, ne m'autorisant pas une seule seconde de doute. Car je savais que si je lâchais, tout serait fini. Et je ne pouvais pas laisser tout se terminer ainsi. Pas avec Julieta qui m'attendait quelque part, sans comprendre pourquoi son papa n'arrivait pas. Pas question. La nuit précédant l'audience, je n'ai pas dormi. Ce n'était pas seulement à cause des nerfs. C'était à cause de quelque chose de bien plus profond. C'était cette forme d'insomnie qui ne vous quitte pas, parce que votre esprit n'arrête pas de repasser chaque détail, chaque conversation, chaque moment où vous auriez dû voir ce qui se construisait dans votre dos, et que vous n'avez pas vu. J'étais allongé sur ce lit de camp étroit, dans la cellule temporaire, les yeux fixés sur le plafond en béton. Et ce qui me traversait l'esprit n'était pas la peur du tribunal. C'était autre chose. C'était le sentiment d'avoir échoué dans quelque chose de fondamental. D'avoir été tellement occupé à bâtir des murs et des toits pour les autres, que je n'avais pas remarqué comment ils démolissaient les fondations de ma propre maison. Je me suis demandé combien de fois Paloma avait parlé de cela à Marilla, pendant que je dormais à côté d'elle. Je me suis demandé combien de fois Gail était venu dans ma cuisine, mangeant ma nourriture, et planifiant ma destruction avec le même naturel qu'il mettait à beurrer son pain. Je me suis demandé combien de fois j'avais ignoré un signe, simplement parce qu'il était plus confortable de l'ignorer, plutôt que d'y faire face. Et je me suis demandé si Julieta savait. C'était la question qui m'était la plus difficile à supporter. Parce que si Julieta savait quelque chose,
si elle avait entendu des conversations qu'elle n'aurait pas dû entendre, si elle avait vu des choses qu'une fille de 9 ans ne devrait pas voir, alors les dommages n'étaient pas seulement les miens, ils étaient aussi les siens. Et c'était quelque chose que je ne pourrais réparer avec aucun document, aucune audience, ni aucune sentence rendue par un juge. Ça se répare avec le temps, avec la présence, en étant là. Et à cet instant, je ne pouvais être nulle part ailleurs que dans cette cellule, à fixer le plafond. À 5 heures du matin, j'ai entendu des bruits de pas dans le couloir, puis une clé dans la serrure. Ensuite, le visage du garde de service est apparu, pour m'annoncer que, dans 2 heures, on m'emmenait au tribunal. Et que, si j'avais besoin de quoi que ce soit pour me préparer, j'avais 15 minutes. Je me suis levé, je me suis aspergé le visage d'eau froide, je me suis regardé dans le petit miroir terne au-dessus du lavabo, et je n'ai pas tout à fait reconnu le visage qui me fixait en retour. J'avais des cernes profonds et sombres sous les yeux. Ma mâchoire était tendue, à force d'avoir serré les dents toute la nuit. J'avais cette expression que prennent les hommes lorsqu'ils ont atteint une limite dont ils ignoraient l'existence, et qu'ils découvrent que, de l'autre côté de cette limite, il y a plus de force qu'ils ne le pensaient. Je me suis dit, tu ne t'effondres pas aujourd'hui. Je me le suis dit en me regardant droit dans les yeux. Pas aujourd'hui. Ce que je ne savais pas encore, c'est que, pendant que je me préparais dans cette cellule, Diana avait passé la nuit entière à travailler. Elle n'avait pas dormi, me dirait-elle plus tard, avec ce calme propre à ceux qui agissent sans avoir besoin de reconnaissance. Elle avait appelé Simon à 21h la veille, et ils avaient discuté pendant 2 heures. Simon lui avait raconté tout ce dont il se souvenait. La phrase de Gail lors de la réunion de famille. Les fois où il avait vu Marilla arriver chez nous, avec des dossiers et des documents. Une conversation qu'il avait eue avec moi, 6 mois plus tôt, où je lui avais dit, sans y accorder beaucoup d'importance sur le moment, que Paloma avait commencé à déplacer de l'argent depuis notre compte commun, par de petits transferts fréquents. Diana avait tout noté, et puis, elle avait fait autre chose. Elle avait réclamé en urgence l'historique de notre compte bancaire commun pour les 12 derniers mois. Et ce qu'elle a découvert dans cet historique, c'était une histoire complète, que personne n'avait demandé à entendre. Mais elle était là, inscrite dans les chiffres et les dates, sans aucune possibilité de double interprétation. Pendant toute une année, Paloma avait transféré de l'argent, toujours par montant ne dépassant pas 9 cents $, afin de ne pas déclencher les alertes automatiques. Toujours vers des comptes différents, que Diana allait plus tard identifier comme appartenant à Marilla, et à une société dont Gail figurait comme propriétaire. Au total, sur 12 mois, 43 000 $ avaient quitté notre compte commun. 43 000 $. L'argent que j'avais économisé, fruit d'années de réveils matinaux, de chantiers, et de week-ends sans repos. L'argent qui était destiné à Julieta, à son éducation, à son avenir, pour qu'elle puisse avoir ce dont j'avais manqué quand j'étais enfant. Cet argent avait disparu, transféré en versement silencieux, pendant que je dormais. Quand Diana m'a annoncé cela, dans les 10 minutes que nous avons eues avant d'entrer dans la salle d'audience, je n'ai pas réagi immédiatement. J'ai d'abord assimilé le chiffre, 43 000. Puis j'ai assimilé autre chose. J'ai compris que, pour faire cela avec une telle précision, avec un tel soin, pendant si longtemps, Paloma n'avait pas agi seule. Personne n'agit de cette façon tout seul. Cela nécessitait des instructions. Cela nécessitait un plan. Cela nécessitait quelqu'un ayant l'expérience de brouiller les pistes. Marilla avait tout dirigé, j'en étais convaincu. Diana m'a dit que ce n'était pas tout. Elle m'a dit que Simon s'était souvenu de quelque chose d'autre, lors de leur conversation la nuit précédente. Quelque chose qui, sur le coup, lui avait semblé insignifiant, mais qui, maintenant, s'imbriquait avec une précision effrayante. 3 mois plus tôt, lors d'un après-midi où Simon était venu m'aider à faire des travaux dans la cour, il avait vu Gail sortir de la chambre de Paloma, avec un dossier bleu. Il n'avait rien dit, car ce n'était pas ses affaires, mais il l'avait vu. Et sur la couverture du dossier bleu, il y avait quelque chose d'écrit, que Simon avait réussi à lire depuis l'endroit où il se trouvait. Il y avait mon nom. Mon nom complet, sur un dossier sortant de la chambre de ma femme, entre les mains de mon beau-frère. J'ai demandé à Diana ce que cela signifiait. Elle m'a répondu que cela pouvait vouloir dire beaucoup de choses, mais qu'il était fort probable que ce dossier contienne les documents qu'ils avaient utilisés pour monter la plainte. Les déclarations préparées, les dates fabriquées, les prétendues preuves d'intimidation qui figuraient maintenant dans mon dossier comme s'il s'agissait de faits réels. Tout préparé, tout organisé, tout rangé dans un dossier bleu à mon nom.
pendant que je travaillais dans la cour, à quelques mètres de là, sans me douter de rien. J'ai pris une profonde inspiration. Je lui ai demandé si c'était suffisant. Elle ne m'a pas répondu tout de suite, et ce silence m'en a dit beaucoup plus que n'importe quelle réponse directe. Elle m'a dit que nous avions des preuves financières solides, que nous avions le témoignage de Simon, et que nous avions de flagrantes incohérences dans les dates de la plainte. Des incohérences qu'elle avait identifiées pendant la nuit, en recoupant les données avec mes registres de contrat de travail. Parce qu'à 2 des dates où Paloma affirmait que j'avais eu des comportements intimidants, il était prouvé que je me trouvais sur des chantiers à plus de 100 km de là. 100 km, avec des registres signés et des témoins. Je l'ai interrogée à propos de Giulietta. Diana a marqué une pause. Elle m'a dit que Simon l'avait contacté, que Simon avait une relation très proche avec Giulietta, qu'il était son oncle de cœur, sinon de sang, et que, lorsque Simon l'avait appelé tôt ce matin-là pour prendre de ses nouvelles, Giulietta lui avait dit quelque chose qu'il ne s'attendait pas à entendre. Elle lui avait dit qu'elle avait écrit quelque chose pour son papa. Qu'elle l'avait écrit elle-même, cette nuit-là, dans son carnet. Qu'elle voulait que quelqu'un le lise, parce qu'elle ne pouvait plus garder ces choses à l'intérieur d'elle. Je me suis brisé. Pas complètement, pas avec des larmes, mais quelque chose s'est rompu en moi, avec un craquement silencieux que j'ai été le seul à entendre. Parce que c'était tout Giulietta. C'était exactement ma fille. 9 ans, avec la maturité de quelqu'un de 30. 9 ans, retenant des choses qu'elle n'aurait pas dû avoir apportées. 9 ans, écrivant dans un carnet ce qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute, parce qu'elle avait appris trop tôt que les mots prononcés font parfois plus de mal que le silence. J'ai demandé à Diana si elle avait lu ce que Giulietta avait écrit. Elle m'a dit que Simon en avait pris une photo, et la lui avait envoyée. Elle m'a dit qu'elle en avait lu chaque mot. Et elle m'a dit, avec cette voix qui ne se brisait jamais, que ce que Giulietta avait écrit était la chose la plus importante que nous avions. Plus que l'historique bancaire, plus que les incohérences de date, plus que le témoignage de Simon. Parce que Giulietta avait écrit la vérité. Toute la vérité, à 9 ans, avec son écriture d'enfant. Et sans le savoir, elle allait tout changer. Je voulais savoir ce que ça disait. Diana m'a répondu que je le découvrirais le moment venu. Et avant que je ne puisse insister, la porte de la salle a été ouverte par l'officier, qui nous a annoncé qu'il était l'heure. Il était temps d'entrer dans le tribunal. Il était temps de marcher dans ce couloir, avec ses menottes froides, l'horloge affichant 10h07, Paloma filmant avec son téléphone, et Marilla et Gail observant depuis la galerie, les bras croisés, affichant ce sourire de victoire qu'il répétait depuis des mois. Il était temps pour le juge d'ouvrir mon dossier. J'ai marché la tête haute. Les mains liées, mais le regard libre, avec la certitude que quelque chose, à l'intérieur de cette salle, allait changer pour toujours. Je ne savais pas encore exactement comment, mais je le sentais dans mes os. Comme on sent le ciment quand il prend. Ferme, irréversible, définitif. La salle d'audience sentait le vieux papier et la climatisation. C'était une odeur qui vous pénétrait les narines dès l'instant où vous franchissiez la porte, et qui ne vous lâchait plus. Une odeur institutionnelle, froide, qui n'appartenait à aucun être humain en particulier, mais qui transportait le poids de tous ceux qui étaient passés par là avant vous. De tous ceux qui étaient entrés avec peur. De tous ceux qui en étaient sortis brisés, de tous ceux qui avaient cherché justice entre ces murs, et ne l'avaient pas toujours trouvée. Je suis entré avec mes menottes. Le bruit de mes pas sur le sol en marbre était le seul son audible à cet instant, car tout le reste s'était arrêté. Ou du moins, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai eu l'impression que le temps se comprimait, que chaque seconde durait plus longtemps que la normale, que chaque détail s'enregistrait dans ma mémoire avec une netteté que seule la peur ou l'adrénaline, ou les deux à la fois, peuvent procurer. À ma gauche, les bancs de la galerie. Marilla était au 2e rang, vêtue de noir, son sac à main sur les genoux, les bras croisés sur la poitrine. Elle m'a regardé entrer, avec cette éternelle expression de jugement qui la caractérisait. Cette expression qu'elle avait perfectionnée au fil des décennies, et qu'elle utilisait comme une arme. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Sa seule présence était un message en soi. Elle était là pour me voir tomber, et elle voulait que je le sache. À côté d'elle, Gail. Gail avec ce sourire de travers, qui n'était jamais un sourire complet, mais seulement un demi-sourire. La moitié qui prétend savoir quelque chose que vous ignorez. Il avait les bras croisés, tout comme sa mère, comme s'ils avaient répété la pause, comme s'ils étaient arrivés en avance pour dénicher la meilleure place d'où assister au spectacle.
Et puis, je l'ai vue. Paloma était assise à la table opposée à la mienne, son avocat à sa droite, adoptant cette posture de victime qu'elle avait si soigneusement élaborée, la robe bleue, les cheveux coiffés, les mains sur la table. Elle ne tenait plus le téléphone à la main, car il était interdit de filmer dans la salle d'audience, mais je savais qu'il était dans son sac. Et que dès qu'elle le pourrait, elle l'utiliserait à nouveau, parce que Paloma avait besoin de documenter sa victoire. Elle en avait besoin, pour le montrer à quelqu'un, pour le garder comme un trophée. Elle ne m'a pas regardé quand je suis entré. Ça aussi, c'était un message. Je me suis assis à côté de Diana. L'officier qui m'avait accompagné s'est posté derrière moi. J'avais toujours les menottes. J'ai posé mes mains sur la table avec autant de calme que j'ai pu en rassembler, et j'ai regardé droit devant moi. Le juge n'était pas encore entré. Diana s'est légèrement penchée vers moi, et m'a parlé à voix très basse. Elle m'a prévenu que, lorsque le juge arriverait, je ne devais réagir à rien de ce que j'entendrais. Que peu importait ce qu'il dirait, ce qu'il présenterait, ou ce qu'ils insinueraient, mon seul travail était de rester immobile et de la laisser faire son métier. Qu'elle y avait passé toute la nuit, pour que je n'ai rien d'autre à faire que respirer et avoir confiance. Avoir confiance. Quel mot difficile, quand tout ce qui entoure votre vie à cet instant n'est que trahison. Mais j'ai hoché la tête. Et à ce moment-là, la porte latérale s'est ouverte, et le juge a fait son entrée. C'était un homme d'une 60aine d'années, blanc, les cheveux bien taillés, portant des lunettes à monture sombre. Il marchait avec cette lenteur délibérée de quelqu'un qui sait que le temps, dans cette pièce, lui appartient à lui seul. Il s'est assis, a rangé les papiers devant lui, et sans rien dire pour le moment, sans regarder personne, il a tendu la main pour prendre le dossier que le greffier lui avait préparé. Il l'a ouvert, et a commencé à lire. Le silence dans la salle était absolu. Je l'observais depuis ma chaise, avec une attention que je n'avais jamais portée à quoi que ce soit d'autre dans ma vie. J'observais le mouvement de ses yeux sur le papier. L'inclinaison de sa tête. Ses mains, qui tenaient le dossier avec une fermeté ne laissant rien transparaître. C'était un homme entraîné à ne rien révéler, tant qu'il n'était pas prêt à tout révéler. Il a tourné une page, a lu 2 lignes de la suivante, et s'est arrêté. Ce fut un arrêt subtil, complet, comme lorsqu'un mécanisme d'horlogerie se bloque soudainement. Ce n'était pas dramatique. C'était l'exact opposé du drame. C'était de la fixité. Une seconde d'immobilité totale, qui a pourtant rempli toute la pièce d'une tension que je pouvais ressentir physiquement dans ma poitrine. Le juge s'est redressé sur son siège, lentement. Avec cette lenteur qu'a l'autorité véritable, lorsqu'elle n'a pas besoin de se presser pour prouver quoi que ce soit. Il a regardé les policiers, puis il m'a regardé, puis il est revenu au dossier. Et j'ai vu, depuis ma place, qu'il séparait une feuille du reste, et la posait de côté sur son bureau. Avec soin, avec une intentionnalité qui n'avait rien du hasard. C'était le même geste que Diana m'avait décrit le matin même, lorsqu'elle m'avait expliqué avoir soumis des documents supplémentaires avant l'audience. Des documents que le juge était obligé d'examiner avant de poursuivre. Paloma l'a vu. J'ai vu ses mains se crisper sur la table. Je l'ai vu lancer un regard à son avocat, en quête d'un signe. L'avocat de Paloma était un homme jeune, bien habillé, affichant l'assurance de ceux qui ont l'habitude de gagner, parce que leurs clients arrivent toujours avec plus de moyens que la partie adverse. Mais à cet instant, quand Paloma l'a regardé pour être rassuré, il ne lui a rien donné. Il a légèrement froncé les sourcils en fixant les papiers devant lui, et n'a rien dit. Ça m'a tout dit. Le juge s'est raclé la gorge, a regardé le greffier, et a dit quelque chose à voix basse que je n'ai pas pu entendre. Le greffier a hoché la tête, et a rapidement quitté la pièce. Il y a eu une minute d'attente qui m'a semblé durer 10. Marilla et Gail étaient toujours dans la galerie, mais ils n'avaient plus les bras croisés avec le même confort qu'auparavant. Marilla avait abaissé les mains vers son sac. Gail regardait le juge avec une tension nouvelle, celle de quelqu'un qui commence à soupçonner que le scénario ne va pas se dérouler comme prévu. Le greffier est revenu avec un autre dossier, qu'il a tendu au juge. Le juge l'a ouvert, a parcouru les premières pages, puis a levé les yeux, et a pris la parole pour la première fois depuis son entrée dans la salle. Il a dit, avant de poursuivre cette audience, je dois signaler une irrégularité dans la documentation soumise par la plaignante. L'avocat de Paloma s'est raidi. À côté de moi, Diana n'a pas bougé d'1 millimètre, mais j'ai perçu en elle une sorte d'immobilité concentrée.
L'immobilité de quelqu'un qui a attendu des heures pour arriver exactement à cet instant. Le juge a continué. Il a précisé que le dossier contenait 2 déclarations de témoins, affirmant avoir assisté à des situations d'intimidation à des dates précises. Cependant, la documentation supplémentaire soumise ce matin-là incluait des registres signés et vérifiés, prouvant que le défendeur se trouvait sur un lieu de travail situé à plus de 100 km de là, à ces 2 dates. 100 km. Il l'a dit avec cette voix monocorde, celle de quelqu'un qui lit un fait, et non une opinion. L'avocat de Paloma s'est éclairci la voix, arguant que cela nécessitait des vérifications supplémentaires, que les registres pouvaient comporter des erreurs, et que ces témoins étaient des personnes dignes de confiance, ayant signé leur déclaration de plein gré. Le juge l'a regardé, non pas avec colère, mais avec quelque chose de pire, avec ce regard froid et précis de quelqu'un qui a déjà pris sa décision, et qui n'écoute le reste que par pure formalité. Il lui a dit, « Vos témoins seront évalués en temps voulu. Pour l'instant, je fais référence à une incohérence objective dans la documentation que vous avez présentée comme fondement de cette accusation. » L'avocat n'a pas répondu. Paloma gardait les yeux fixés sur la table. C'est alors que Diana s'est levée. Elle a parlé avec un calme que je n'oublierai jamais, sans élever la voix, sans aucun drame, avec la précision de quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle a entre les mains, et qui sait exactement comment s'en servir. Elle a déclaré au juge qu'en plus des registres de présence, la défense avait rassemblé des documents bancaires démontrant un schéma systématique de transfert de fonds depuis le compte commun du couple, au cours des 12 derniers mois. Que ces transferts totalisaient 43 000 $. Qu'ils avaient été effectués en montant délibérément fractionné pour éviter toute détection. Et que les bénéficiaires de ces transferts étaient des comptes directement liés à des proches de la plaignante. La salle a plongé dans le silence. Un silence bien différent du précédent. Le silence d'une situation qui vient juste de changer de direction. Dans la galerie, Marilla s'est légèrement soulevée de son siège, puis s'est rassise, comme si elle venait de recevoir un coup physique. Gail avait complètement cessé de sourire. Paloma a levé les yeux de la table pour la première fois depuis que Diana avait commencé à parler, et elle m'a regardé. Elle m'a regardé droit dans les yeux, et il n'y avait aucune colère dans son regard, il y avait de la peur. Le juge est revenu au dossier, a regardé les policiers postés derrière moi, puis il a frappé la table avec son marteau. Le bruit a résonné dans le moindre recoin de la salle, et il a dit « Enlevez-lui ses menottes. » Maintenant. L'officier derrière moi a mis exactement 3 secondes à réagir. 3 secondes que j'ai comptées malgré moi, car le temps, à cet instant, fonctionnait toujours de cette manière étrange, à la fois compressé et étiré, chaque seconde pesant le poids d'une heure. J'ai entendu le bruit des clés, j'ai senti le métal se desserrer autour de mes poignets. Et quand les menottes sont tombées, et que j'ai posé mes mains libres sur la table, la première chose que j'ai faite, c'est de les regarder. Mes mains. Les mêmes mains qui avaient préparé du ciment à 10 ans. Les mêmes mains qui avaient signé le contrat de ma première entreprise. Les mêmes mains qui avaient tenu Julieta le jour de sa naissance, tremblante d'une émotion que je n'avais jamais ressentie auparavant, et que je ne ressentirai jamais de la même manière. Ces mains étaient désormais libres, posées sur la table d'un tribunal, et je les regardais comme si je les voyais pour la première fois. J'ai pris une grande et lente inspiration, sans que personne ne le remarque. Le juge a observé la scène sans changer d'expression. Puis il est revenu à ses documents. Il a ordonné au greffier de consigner au procès-verbal la levée des mesures de contrainte physique, de noter les incohérences documentaires identifiées, et a déclaré que l'audience se poursuivrait par un examen détaillé de toutes les preuves présentées par les 2 parties. L'avocat de Paloma a tenté de prendre la parole. Le juge l'a stoppé d'un geste de la main qui ne souffrait d'aucune contestation. Il lui a signifié que son tour viendrait, que pour l'instant, il devait écouter, et il a donné la parole à Diana. Diana s'est levée, avec cette sérénité presque surnaturelle dans un tel contexte. Elle a ouvert son dossier, et a commencé à parler avec la précision de quelqu'un qui a bâti un argumentaire brique par brique toute la nuit, et qui sait exactement dans quel ordre placer chaque élément pour que l'édifice soit inébranlable. D'abord, elle a présenté les registres de présence. 2 dates précises où la plainte de Paloma affirmait que j'avais eu un comportement intimidant au domicile familial. 2 dates, assorties des noms, des adresses, et des signatures des chefs de chantier, certifiant ma présence à plus de 100 km de là, aux heures exactes mentionnées dans la plainte. Ce n'étaient pas des documents que Diana avait fabriqués la veille. C'étaient des registres que je remplissais dans le cadre normal de mon travail depuis des années, sans savoir qu'un jour, j'en aurais besoin pour prouver que je n'étais pas là où quelqu'un prétendait que j'étais.
Le juge les a examinés en silence. Ensuite, Diana a présenté l'historique bancaire. Elle l'a exposé dans un ordre que j'ai reconnu comme étant délibéré. Elle n'a pas commencé par le montant total. Elle a commencé par le tout premier transfert, effectué 12 mois plus tôt, $900 vers un compte qui s'avérerait plus tard lié à Marilla. Puis le deuxième, puis le troisième. Elle a mis en évidence le schéma de manière stratégiquement lente, forçant le juge, et toutes les personnes présentes dans la pièce, à voir exactement ce qui s'était passé. Non pas comme un chiffre abstrait, mais comme une décision répétée, semaine après semaine, pendant une année entière. 9 cents, 8 cents 50, puis encore 9 cents. Semaine après semaine, mois après mois, jusqu'à atteindre ces $43 000, siphonnés d'un compte qui était aussi le mien. Mon argent. Les économies d'années de travail, transférées en silence pendant que je dormais à côté de la femme qui orchestrait cela. Le juge n'a rien dit en examinant les documents, mais j'ai vu sa mâchoire se contracter légèrement, une seule fois, juste une seconde. Mais je l'ai vu. L'avocat de Paloma avait les papiers devant lui, mais il ne les regardait plus avec la même assurance. Il les regardait comme quelqu'un qui cherche une issue dans une pièce qui vient soudainement de perdre toutes ses portes. Paloma gardait les yeux baissés. Ce n'était plus la posture de quelqu'un qui patiente. C'était la posture de quelqu'un qui contient quelque chose qu'il ne veut pas que les autres voient. Puis Diana a fait une pause, a refermé le dossier qu'elle tenait, et en a ouvert un autre. Celui-ci était plus fin. Il ne contenait que quelques documents. Mais la manière dont elle l'a ouvert, avec une lenteur calculée, m'a indiqué que ce qui allait suivre était le plus important. Elle a dit au juge qu'il y avait une déclaration supplémentaire que la défense souhaitait verser au dossier. Que ce n'était pas le témoignage d'un avocat, d'un expert, ni d'aucun professionnel. Qu'il s'agissait de la déclaration écrite d'une mineure, rédigée de son plein gré, sans aucune consigne d'un adulte, dans son propre carnet, et de sa propre main, la nuit précédant l'audience. La température dans la pièce a chuté. C'est la seule façon dont je peux le décrire. La température réelle n'a pas changé, mais quelque chose dans l'air est devenu différent, plus dense, plus silencieux. Comme lorsque le vent tombe complètement avant une tempête, et que tout se fige. L'avocat de Paloma s'est levé, s'y opposant immédiatement. Il a affirmé qu'une déclaration non sollicitée d'une mineure ne pouvait être intégrée sans protocole préalable, sans évaluation psychologique, et sans garantie qu'elle n'avait pas été influencée par des tiers. Il parlait vite. Il parlait avec l'urgence de quelqu'un qui doit arrêter quelque chose avant que cela n'atteigne les oreilles du juge. Le juge l'a laissé terminer, puis lui a répondu avec cette voix monocorde, qui ne vacillait jamais, que la déclaration serait d'abord examinée par ses soins, afin d'en déterminer la pertinence. Que s'il trouvait des signes d'influence extérieure ou de manipulation, il la rejetterait immédiatement. Mais que si la déclaration était cohérente, spontanée, et pertinente pour l'affaire, il avait l'obligation de la prendre en considération. L'avocat a tenté de protester à nouveau. Le juge l'en a empêché. Diana s'est approchée de la barre et a remis la feuille. Une simple page arrachée d'un carnet à spirale, avec ses bords irréguliers qu'on obtient lorsqu'on déchire une page avec précaution, mais dont on voit bien qu'elle faisait partie d'un tout. Avec une écriture d'enfant. Cette grande écriture ronde des enfants, qui apprennent tout juste que les mots ont le pouvoir de changer les choses. Le juge a pris le papier, et a commencé à lire. Je l'ai regardé lire. J'ai scruté chaque seconde de cette lecture avec une intensité que je n'avais jamais mise dans quoi que ce soit. J'ai vu ses yeux aller de gauche à droite, de haut en bas, avec cette lenteur propre à quelqu'un qui lit chaque mot séparément, en lui accordant toute son importance. Je l'ai vu atteindre le bas de la page. Je l'ai vu revenir au début, et relire. Et j'ai vu comment, à la fin de cette seconde lecture, il a déposé la feuille sur le bureau, avec beaucoup plus de soin qu'il ne l'avait fait pour n'importe quel autre document ce matin-là. Il l'a traitée comme si elle était fragile, comme si elle méritait d'être protégée. Je ne savais toujours pas ce que disait cette feuille. Diana me l'avait refusée le matin même, et j'avais respecté ce choix, même si cela m'avait coûté chaque seconde. Mais en voyant la manière dont le juge la posait sur son bureau, en observant le geste de ses mains, quelque chose s'est brisé en moi. D'une manière qui n'était pas de la douleur, mais tout autre chose. C'était la réalisation que ma fille, ma petite Julieta de 9 ans, avait fait quelque chose d'immense, sans même savoir exactement ce qu'elle accomplissait. Elle avait écrit la vérité dans un carnet à spirale, chez sa grand-mère, entourée de gens qui construisaient un mensonge depuis des mois.
Et cette vérité avait trouvé son chemin jusqu'à cette salle d'audience, pour atterrir sur le bureau d'un juge qui la traitait avec soin. Le soin que mérite la vérité lorsqu'elle apparaît au bon endroit. Le juge a levé les yeux. Il a regardé Paloma. Et Paloma, qui durant toute la matinée avait maintenu sa contenance de victime sereine et répétée, n'a pas pu soutenir ce regard. Elle a baissé les yeux, et à ce moment-là, Marilla, depuis la galerie, a fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Elle s'est levée. Non pas pour parler, non pas pour protester. Elle s'est levée avec cette rigidité propre à ceux qui perdent le contrôle d'une situation, et dont le corps réagit avant l'esprit. L'officier du tribunal lui a fermement ordonné de s'asseoir. Elle s'est exécutée, mais il était trop tard. Tout le monde dans la salle avait vu ce mouvement involontaire. Le juge l'avait vu. Diana est restée debout. J'avais mes mains libres sur la table, et je les gardais immobiles, au prix d'un effort que seul moi pouvais mesurer. L'avocat de Paloma fixait ses papiers sans les lire. En termes pratiques, Gail avait cessé d'exister. Il n'était plus qu'une silhouette dans la galerie, dépouillée de son sourire, de sa posture, et de tout ce qu'il aurait pu dire. Le juge a pris son marteau, et avant de parler, il m'a regardé. Rien que moi. Avec ce regard qu'ont les gens qui ont vu trop de choses dans leur vie pour être facilement surpris, mais qui, de temps en temps, rencontrent quelque chose qui leur rappelle pourquoi ils font ce métier. Et il a dit, nous allons tout écouter, car il y a ici bien plus que ce que cette plainte veut bien montrer. Le juge a réclamé le silence dans la salle, d'un simple geste de la main. Il n'a pas eu besoin du marteau. Il n'a pas eu besoin d'élever la voix. Il a juste levé la main, avec cette autorité tranquille qui ne s'apprend dans aucun livre, mais qui s'acquiert après des décennies à siéger à cette place, en observant les gens révéler le pire et le meilleur d'eux-mêmes. Et la salle a obéi. Même Marilla, toujours raide sur son banc, est restée figée, comme si ce geste l'avait clouée sur place. Le juge s'est tourné vers l'avocat de Paloma, et lui a dit qu'il avait l'opportunité de répondre aux preuves présentées par la défense. Qu'il ferait bien de choisir ses mots avec précaution, car le tribunal écoutait très attentivement. L'avocat s'est levé. C'était de toute évidence un homme habitué à s'exprimer avec assurance dans ce genre de lieu. Il avait le ton de celui qui connaît le système, et sait comment s'en servir. Mais à cet instant, face au registre de présence sur le bureau du juge, à l'historique bancaire, et à la page arrachée du carnet de Julieta, ce ton présentait de petites fissures, presque imperceptibles. Mais je les entendais, parce que j'avais été attentif à chaque détail toute la matinée, d'une façon dont je n'avais jamais été attentif de ma vie. Il a soutenu que les registres de présence étaient des documents privés nécessitant une vérification indépendante. Que l'historique bancaire pouvait prêter à de multiples interprétations. Que les transferts pouvaient correspondre à des dépenses familiales convenues entre les époux, que sa cliente avait pris des décisions financières dans le cadre d'un mariage auquel elle avait également contribué. Et que la déclaration de la mineure, indépendamment de son contenu, ne pouvait être considérée comme une preuve valide sans le protocole approprié. Il a parlé pendant 4 minutes. Quand il a eu fini, le juge l'a observé en silence, pendant un moment qui m'a semblé bien plus long qu'il ne l'était. Et puis, il ne lui a posé qu'une seule question. Il lui a demandé s'il pouvait expliquer pourquoi les transferts bancaires avaient été systématiquement effectués pour des montants inférieurs à $1000, pendant 12 mois consécutifs, sans la moindre interruption. L'avocat a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte, et a répondu que c'était une coïncidence. Que sa cliente manipulait simplement de l'argent par petits montants, par habitude personnelle. Le juge a hoché la tête avec cette lenteur qui lui était propre, et que j'avais déjà appris à lire comme étant tout le contraire d'une approbation. Puis Diana s'est levée de nouveau. Elle a parlé avec le même calme qu'auparavant, mais avec un petit quelque chose en plus, que j'ai clairement perçu. C'était le ton de quelqu'un sur le point de poser la dernière pièce d'un puzzle qu'elle a mis des heures à assembler. Elle a annoncé au juge que la défense demandait à appeler un témoin à la barre. Un témoin qui avait assisté à des événements pertinents pour cette affaire, et dont le témoignage fournirait un contexte direct à la situation que le tribunal évaluait. L'avocat de Paloma a immédiatement objecté. Le juge l'a arrêté du même geste que précédemment, et a autorisé le témoin à s'exprimer. La porte latérale de la salle s'est ouverte, et Simon est entré. Je l'ai vu entrer, et quelque chose dans ma poitrine s'est apaisé, d'une manière que je ne saurais nommer. Simon était un homme imposant, aux épaules larges, avec les mains de quelqu'un qui, comme moi, avait travaillé dur toute sa vie. Il s'est avancé vers la barre avec cette sérénité qui n'était jamais de l'arrogance,
mais simplement l'assurance de quelqu'un qui sait qui il est, et n'a besoin de le prouver à personne. Il m'a jeté un coup d'œil en passant à côté de moi, juste une seconde. Un simple regard, qui disait tout ce qu'il ne pouvait pas formuler à haute voix à ce moment-là, je suis là. Je ne vais pas te laisser tomber. Simon a juré de dire la vérité, et s'est assis. Diana lui a posé les questions avec une précision chirurgicale. Elle l'a interrogé sur la réunion de famille, 3 mois auparavant. Simon a décrit la scène avec cette clarté que seule possède la mémoire de quelqu'un qui a sauvegardé un instant, parce que son instinct lui soufflait qu'un jour, cela aurait de l'importance. Il a décrit Gail sortant de la chambre de Paloma avec un dossier bleu. Il a rapporté les mots exacts que Gail avait prononcés à voix haute, « Quand tout cela sera terminé, on pourra vivre en paix ». La salle écoutait dans un silence de mort. Ensuite, Diana l'a interrogé sur les conversations qu'il avait eues avec moi au cours des 2 dernières années. Sur ce que je lui avais confié concernant le changement de comportement de Paloma, les visites de Marilla, et l'argent qui, selon mes dires, disparaissait du compte sans explication claire. Simon a répondu à tout avec la même limpidité, sans fioriture, sans mélodrame, avec la simplicité de celui qui raconte ce qu'il a vu et entendu, et rien d'autre. L'avocat de Paloma l'a ensuite contre-interrogé, tentant de le discréditer. Il lui a demandé s'il était mon ami, comme si l'amitié était synonyme de mensonge. Il lui a demandé s'il avait une rancœur personnelle contre Paloma ou sa famille. Il lui a demandé s'il avait reçu des consignes sur ce qu'il devait dire. Simon a répondu à chaque question avec cette sérénité inébranlable. Il a dit qu'il était mon ami depuis 20 ans, et que cela ne rendait pas ce qu'il avait vu moins réel. Il a déclaré n'avoir rien de personnel contre qui que ce soit, mais avoir l'obligation de dire la vérité quand on la lui demandait. Et il a ajouté, en regardant l'avocat droit dans les yeux, que personne ne lui avait dit quoi dire, parce qu'en 20 ans, personne n'avait jamais réussi à lui dicter sa conduite. Il y a eu un mouvement dans la galerie. J'ai jeté un œil, et j'ai vu Gail murmurer quelque chose à Marilla. Marilla a secoué la tête. Gail a insisté. Marilla a de nouveau secoué la tête, mais cette fois avec une tension visible dans son cou, dans ses épaules, dans chaque muscle de ce corps qui avait projeté le contrôle toute la matinée, et qui commençait maintenant à se fissurer. Le juge les a vus, lui aussi. Il les a regardés pendant une seconde, puis a posé son regard sur Paloma. Les yeux de Paloma étaient embués. Elle ne pleurait pas. C'était juste la pression de devoir contenir quelque chose de trop grand pour un corps humain. Ses mains étaient serrées sur la table avec une telle force que ses jointures étaient blanches. Et à cet instant, je les regardais avec un mélange de sentiments qu'encore aujourd'hui, j'ai du mal à démêler. Parce que, même si je comprenais ce qu'elle avait fait, même si je voyais clairement le plan qu'elle avait mis à exécution sous la houlette de sa mère, une partie de moi se souvenait encore de la femme qui avait ri si fort à ce dîner. Celle qui avait renversé son vin sans s'en soucier le moins du monde. Cette femme avait existé, ou du moins j'avais cru qu'elle existait, et aucune de ces deux pensées ne me réconfortait. Diana a demandé à reprendre la parole. Le juge a consenti, et Diana a annoncé qu'il restait une dernière chose que le tribunal devait prendre en compte. Elle a déclaré que la déposition écrite de la mineure contenait des informations précises sur des événements dont elle avait été témoin au sein du foyer, au cours des derniers mois. Que ces informations étaient directement pertinentes, non seulement pour évaluer la véracité de la plainte, mais aussi pour déterminer l'environnement le plus adéquat pour l'enfant, le temps que la procédure aboutisse. L'avocat de Paloma s'est crispé. Le juge a repris la page du carnet, l'a lu pour la 3e fois, cette fois-ci à haute voix. Et quand il a commencé à lire l'écriture de Julieta dans cette salle d'audience, avec cette voix monocorde, ferme, qui ne vacillait jamais, j'ai dû cacher mes mains sous la table, parce qu'elle s'était mise à trembler. Non pas de peur, mais de quelque chose de totalement différent. Julieta avait écrit que son papa ne lui avait jamais crié dessus. Que son papa rentrait fatigué du travail, mais lui demandait toujours comment s'était passée sa journée à l'école. Qu'elle avait entendu une fois sa grand-mère, Marilla, dire à sa mère que si elle faisait les choses bien, elle pourrait vivre dans une plus belle maison. Qu'elle avait vu son oncle Gail apporter des papiers chez elle à plusieurs reprises. Que sa maman pleurait parfois, mais pas quand son papa était là, seulement quand elle parlait au téléphone avec grand-mère. Et qu'elle voulait être avec son papa, parce que son papa était la personne qui lui lisait des histoires, qui lui apprenait le nom des outils, et qui lui disait toujours que la vérité était la seule chose que personne ne pourrait jamais te voler. La vérité est la seule chose que personne ne pourra jamais te voler. Je lui avais dit ça. Je ne me souvenais plus exactement quand,
mais je l'avais dit. Un après-midi ordinaire, lors d'un moment apparemment insignifiant, j'avais dit ça à ma fille, et elle l'avait retenu. Elle l'avait gardé, et l'avait écrit dans un carnet à spirale, la veille du jour où tout allait se décider. Le juge a fini de lire, a posé la feuille sur son bureau, et la salle a plongé dans un silence différent de tous les précédents. C'était le silence de l'après, du moment où quelque chose prend fin, où personne n'a encore bougé, mais où tout le monde sait que plus rien ne sera jamais pareil. Paloma avait une larme sur la joue. Une seule. Je ne sais pas si c'était pour Julieta, pour elle-même, pour ce qu'elle avait fait, ou pour ce qu'elle s'apprêtait à perdre. Je ne sais pas. Et à cet instant, l'ignorer n'avait plus d'importance. Le juge a pris son marteau, a regardé droit devant lui, et a commencé à parler. Le juge a parlé pendant 12 minutes. Je le sais parce que l'horloge de la salle était exactement dans mon champ de vision, et je l'ai regardé au début et à la fin sans le faire exprès. Comme lorsque le corps cherche quelque chose de concret à quoi s'accrocher, quand tout le reste est trop grand pour être assimilé. 12 minutes durant lesquelles chaque mot est tombé dans la salle avec le poids de ce qui ne peut plus être effacé une fois prononcé. Il a commencé par les registres de présence. Il a déclaré que les incohérences documentaires relevées dans la plainte n'étaient ni des erreurs mineures, ni des imprécisions de mémoire. Qu'elles constituaient des contradictions directes, entre ce que la plaignante avait affirmé sous serment, et ce que des documents vérifiés et signés démontraient avec une clarté objective. Il a souligné que ce n'était pas une question d'interprétation, mais une question de fait. Ensuite, il a abordé l'historique bancaire. Il a affirmé que le schéma des transferts, présenté par la défense, révélait une conduite financière qui ne correspondait à aucune définition raisonnable de la gestion d'un foyer. Que des transferts systématiques, effectués en montants délibérément fractionnés, pendant 12 mois consécutifs, vers des comptes tiers appartenant à des proches de la plaignante, constituaient un schéma que le tribunal ne pouvait pas ignorer. Et que cet argent, 43 000 $, provenant d'un compte commun, devrait faire l'objet d'une enquête approfondie quant à sa destination. 43 000, il l'a dit avec cette même voix monocorde, sans artifice, comme un fait qui existe, indépendamment de ce que quiconque dans cette pièce voulait bien croire. Puis il a parlé de Julieta. Et là, le juge a fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il a légèrement baissé le ton. Pas beaucoup, pas dramatiquement, mais suffisamment pour que la différence se fasse sentir. Comme s'il reconnaissait que ce qu'il s'apprêtait à dire méritait un registre différent de celui des documents bancaires et des relevés de présence. Comme s'il savait qu'il parlait d'une fillette de 9 ans, qui avait écrit la vérité dans un carnet à spirale sans que personne ne le lui demande, et que cela méritait au moins cette marque de respect. Il a déclaré que la déposition de la mineure était spontanée, cohérente, et en accord avec les preuves documentaires présentées par la défense. Qu'il n'y avait décelé aucun signe de consigne extérieure ni de manipulation. Qu'au contraire, il y avait trouvé ce genre d'observation directe et honnête que les adultes sous-estiment fréquemment chez les enfants, parce qu'ils commettent l'erreur de croire que ces derniers ne voient pas ce qui se passe autour d'eux. Les enfants voient toujours, toujours. Le juge a regardé Paloma en disant cela. Juste une seconde, mais c'était suffisant. La tête de Paloma était légèrement baissée. Elle ne pleurait plus. Elle n'avait plus cette contenance répétée des premières heures. Elle n'était plus qu'une femme assise sur une chaise qui, soudain, semblait beaucoup trop grande pour elle. Une femme qui était entrée dans cette pièce en croyant maîtriser toutes les variables, et qui découvrait qu'il y en avait une qu'elle n'avait jamais pu contrôler, sa propre fille. Le juge a poursuivi. Il a déclaré qu'au vu des preuves présentées, la plainte pour violence conjugale et comportement intimidant manquait de fondements suffisants pour aboutir. Que les contradictions documentaires compromettaient la crédibilité des témoins de la plaignante. Que les ordonnances d'éloignement demandées, y compris l'injonction d'éloignement et la garde exclusive, étaient immédiatement annulées. Immédiatement annulées. J'ai entendu ces mots, et quelque chose s'est relâché en moi. Ce n'était pas de l'euphorie. Ce n'était pas un triomphe. C'était plutôt ce profond soulagement que le corps ressent lorsqu'il a été sous tension pendant trop longtemps, et qu'il peut soudain se détendre. C'était physique. C'était réel. C'était le soulagement de celui qui était sur le point de tout perdre, et qui, au dernier instant, découvre que le sol est toujours là. Diana a brièvement posé une main sur mon bras, juste une seconde. Elle n'a rien dit, elle n'en avait pas besoin. Mais dans la galerie, le silence était d'une toute autre nature. Marilla était immobile. Complètement figée, avec cette rigidité propre à ceux qui ont encaissé un coup, mais ne peuvent le montrer en public, car le montrer reviendrait à l'admettre.
Gail regardait dans le vide, avec une expression d'absence que je ne lui avais pas vue de toute la matinée. Son arrogance avait disparu aussi complètement que si elle n'avait jamais existé. Et sans elle, il ne restait qu'un homme de 38 ans, qui semblait soudain beaucoup plus petit qu'il ne l'était une heure plus tôt. Le juge n'avait pas terminé. Il a annoncé qu'étant donné le schéma financier identifié, et la nature des incohérences documentaires, le tribunal ordonnait une enquête formelle sur l'origine et la destination des transferts effectués depuis le compte commun. Que cette enquête inclurait toutes les parties liées au compte bénéficiaire. Et que les personnes concernées seraient formellement notifiées, selon les termes prévus par la loi. L'avocat de Paloma écrivait rapidement dans son carnet, avec cette vitesse d'écriture qui n'est plus stratégique, mais qui sert simplement à recenser les dégâts. Et puis, le juge a prononcé la dernière partie. Il a déclaré qu'en ce qui concernait la garde de la mineure, puisque les ordonnances d'éloignement étaient annulées, et au vu du contenu de la déclaration spontanée de l'enfant, le tribunal établissait une garde partagée provisoire, avec résidence principale au domicile paternel. Jusqu'à ce qu'une évaluation familiale formelle soit achevée. Que la mineure aurait le droit d'exprimer ses préférences lors de cette procédure, et que toute interférence avec le lien entre l'enfant et l'un de ses parents, pendant la période d'évaluation, serait considérée comme une violation des conditions établies par le tribunal. Résidence principale au domicile paternel. Avec Julieta chez moi. Dans la maison que j'avais construite brique par brique, de mes propres mains, pendant 3 ans. Le juge a frappé une dernière fois avec son marteau, et a dit « La séance est levée ». Ce qui a suivi fut une sorte de mouvement lent et simultané de toutes les personnes présentes. L'avocat de Paloma s'est penché vers elle, et a commencé à lui parler à voix très basse. Paloma n'a pas répondu tout de suite. Elle est restée les yeux fixés sur la table. Dans la galerie, Marilla s'est levée avec sa rigidité habituelle, et a dit quelque chose à Gail que je n'ai pas pu entendre. Gail a hoché la tête sans la regarder. Tous deux sont partis sans se presser, mais sans s'arrêter, sans même jeter un regard vers l'endroit où je me trouvais. Avec cette façon de battre en retraite qu'ont ceux qui ont perdu ce qu'ils croyaient acquis, sans avoir encore assimilé ce que cela implique. Diana rassemblait calmement ses affaires. Je suis resté assis encore un instant, juste un instant. Les mains libres sur la table, l'horloge au mur affichant 11h42, et cette odeur de vieux papier et de climatisation, qui ne pesait plus sur moi de la même manière qu'à mon arrivée. Avec l'image de Julieta écrivant dans son carnet, gravée quelque part dans ma poitrine, là où les choses se conservent pour toujours. Diana m'a dit que nous pouvions y aller. Je me suis levé, et en traversant la pièce vers la sortie, je suis passé près de Paloma, toujours assise. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai rien dit. Mais l'espace d'une seconde, nos regards se sont croisés. Juste une seconde. Et ce que j'ai vu dans ses yeux n'était ni de la haine, ni des regrets, ni aucune des choses que je m'attendais à y trouver. C'était quelque chose qui ressemblait davantage à de l'épuisement. L'épuisement de quelqu'un qui a dépensé une énergie phénoménale à bâtir quelque chose, qui a fini par s'effondrer sur elle. Je suis sorti dans le couloir. Le même couloir où on m'avait amené menotter quelques heures plus tôt. À présent, je le traversais les mains libres, Diana à mes côtés, le soleil de fin de matinée filtrant par les hautes fenêtres, avec cette lumière blanche et directe qu'il a quand il n'y a pas de nuages. Simon m'attendait dehors. Il était adossé au mur, les bras croisés, et quand il m'a vu apparaître à la porte, il s'est redressé, et m'a lancé ce regard silencieux qui se passe de mots. J'ai hoché la tête. Il a fermé les yeux une seconde, puis les a rouverts, et a dit seulement ceci, je savais que tu t'en sortirais. Nous ne nous sommes pas enlacés. Nous ne sommes pas comme ça. Nous avons simplement commencé à marcher côte à côte sur le trottoir, devant le tribunal, le soleil sur nos visages, et le bruit de la ville autour de nous, comme si le monde avait continué de tourner pendant tout ce temps, sans demander la permission à personne. L'après-midi même, je suis allé chercher Julieta. Je ne vais pas décrire ce moment avec trop de mots, car il y a des choses que les mots rapetissent au lieu de les grandir. Je dirai simplement que, quand elle m'a vu à la porte, elle est sortie en courant, son sac à dos rebondissant sur son dos, exactement comme d'habitude. Exactement comme tous les après-midi à la grille de l'école. Et elle s'est accrochée à moi, avec ses petits bras qui n'ont pas encore la force qu'ils auront un jour. Mais qui, à cet instant précis, m'ont soutenu bien plus que je ne la soutenais. Je lui ai dit que tout allait bien. Elle m'a répondu qu'elle le savait. Je lui ai demandé comment elle pouvait le savoir. Elle m'a dit que c'était parce qu'elle avait écrit la vérité,
et que la vérité gagne toujours. Je lui avais dit cela. Par un après-midi ordinaire et sans importance apparente, je lui avais dit cela. Elle l'avait gardé, et s'en était servi au moment où c'était le plus nécessaire. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas totalement saisi jusqu'alors. J'ai compris que la chose la plus importante que j'avais bâtie dans ma vie n'était pas la maison en briques. Ce n'était pas la petite entreprise avec ses 3 employés. Ce n'était aucune des choses matérielles que j'avais érigées de mes mains en 43 ans. C'était elle. Cette petite fille qui avait écrit la vérité dans un carnet à spirale, parce que son père lui avait enseigné que c'était la seule chose que personne ne pourrait jamais te voler. C'était ça, ce qu'on n'avait pas réussi à m'enlever. Ni les menottes, ni les accusations, ni les plans de Marilla, ni la trahison de Paloma, ni les 43 000 $, ni les heures passées dans cette cellule à fixer la tâche au coin de la table. Rien de tout cela n'avait pu m'arracher Julieta. Et alors que nous rentrions à la maison, sa petite main refermée autour de mon pouce, comme toujours, comme depuis qu'elle était bébé, j'ai pensé à tous les hommes qui, en ce moment même, traversent une situation similaire. Qui sont seuls dans une pièce, les mains liées, au sens figuré ou littéral, croyant que personne ne les voit, que personne ne les entend, et que la vérité n'a aucune importance, puisque le système favorise toujours celui qui crie le plus fortement avec le plus de conviction. À ces hommes, je veux dire ceci. La vérité existe, même si personne ne la cherche encore. Les registres que vous signez, sans savoir qu'un jour vous en auriez besoin, existent. Elle existe dans la mémoire des amis qui étaient présents quand vous vous y attendiez le moins. Elle existe dans l'écriture ronde d'une fillette de 9 ans, qui écrit dans un carnet à spirale, parce que son père lui a appris que c'était la seule chose que personne ne pourra jamais te voler. Accrochez-vous à la vérité. Prenez en soin, car il arrive un moment où c'est la seule chose qu'il vous reste, et il s'avère que c'est tout ce dont vous avez besoin.